Une fillette de 3 ans, maltraitée par sa belle-mère, était enfermée dans une étable empestant le fumier. Sa vie semblait sur le point de s'éteindre, jusqu'à ce qu'un mystérieux millionnaire passe par hasard près de la ferme et entre pour ouvrir la porte que personne d'autre n'osait toucher. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent hurlait à travers le champ, s'infiltrant par les fentes des planches de bois de la vieille étable. L'air de la nuit était lourd, comme un rideau sale jeté sur toute chose, humide, froid et imprégné de l'odeur de fumier de vache. Dans un coin de l'étable, une petite enfant était recroquevillée, une couverture déchirée couvrant à peine son corps tremblant. Laurie ne dormait pas. Elle avait essayé, mais le froid s'insinuait jusqu'au bout de ses doigts, la faim lui tordait l'estomac et l'odeur de fumier lui piquait trop les yeux pour les garder fermés. Sa bouche était scellée par du ruban adhésif, même respirer par le nez lui donnait la nausée. Ses mains étaient lâchement attachées avec une vieille écharpe, et de la paille collée à sa peau. La fillette de 3 ans n'appelait plus. Au début de son enfermement, elle avait crié papa jusqu'à en perdre la voix, elle s'était étirée, pleurant dans le vide. Plus maintenant. Il n'y avait plus que le silence, et la seule chose qui bougeait encore était le cœur battant dans sa poitrine, par pure habitude. Lucky, le vieux chien, était assis près de la porte de l'étable. Il avait reçu quelques coups pour avoir aboyé la nuit, traité de sale cabot qui ne remuait la queue que pour les enfants. Mais il n'était jamais parti. Il restait, et ce soir-là, il se tenait immobile, comme un vieux garde en service. De la maison principale, on entendit le bruit de pantoufles traînant sur le sol en béton, puis une voix, douce comme un souffle, juste assez forte pour couvrir le bruit du vent. « Tu as appelé au moment parfait. » Sylvia mit son téléphone sur haut-parleur et ajusta le col de son cardigan. Sa voix était douce, délicate et travaillée, comme un texte mémorisé. « Elle dort maintenant. Je lui ai raconté un conte de fées, et elle a même demandé une berceuse. » L'homme à l'autre bout du fil ne semblait se douter de rien. « Alors, elle s'habitue à toi. Tu fais du bon travail, Sylvia. Je suis soulagé. » Sylvia regarda vers l'étable, son sourire aussi fin et sans vie que celui de quelqu'un regardant une vieille tache séchée. « Je fais juste ce que n'importe quelle mère devrait faire. » L'appel se termina. Son visage se figea en un instant, ses yeux vides de toute émotion. Elle se tourna et fit glisser la porte de l'étable d'une seule main. Clac! La porte s'ouvrit en grinçant, les charnières gémissant faiblement. Lucky laissa échapper un grognement sourd, pas féroce, mais constant. Il ne recula pas, se tenant entre la fillette et la femme qui approchait. Sylvia ne le regarda même pas. Elle arracha le ruban adhésif de la bouche de Laurie. La fillette sursauta et toussa, ses lèvres gercées et tachées de sang séché. « Pleure encore et je te bourre la bouche de paille. » La fillette ne pleura pas. Elle regarda simplement Lucky, tremblant alors que Sylvia se penchait vers elle. Laurie leva instinctivement une main frêle devant le chien, essayant de le protéger. Sylvia le vit, ses lèvres se retroussant. « Tu appelles encore ton père ? Je l'ai entendu. Continue de rêver. Ton père ne veut pas de toi, il ne m'appelle que moi. » Laurie détourna le visage. « Appelle-moi maman, maintenant. » Sylvia ricana, crachant presque les mots. « Ta mère est morte. Morte en te donnant la vie. Tu n'as personne. Et moi, je ne veux pas être ta mère. » Lucky aboya, un son sec et bref, puis fit un pas en avant. Sylvia lui donna un coup de pied de côté, pas fort, mais suffisant pour atteindre son ventre. Lucky s'effondra avec un gémissement mais ne s'enfuit pas. Il rampa jusqu'à Laurie, blottit sa tête contre son bras et haleta rapidement. Sylvia sortit, claquant la porte de l'étable comme on referme le couvercle d'un cercueil. « Chose inutile, elle pourrait bien mourir tout de suite, » murmura-t-elle. À l'intérieur, Laurie était assise, recroquevillée. Elle n'avait plus de larmes à verser. Les frissons la parcouraient à chaque rafale de vent, mais son corps ne se convulsait plus. Lucky se pressa contre elle, lui léchant doucement la main. Laurie leva les yeux vers le toit fissuré. Le clair de lune s'infiltrait par les interstices, dispersé comme la lumière d'un vieux projecteur vacillant. Elle parla très doucement, sans savoir à qui, sans être sûre que quelqu'un l'entendrait. « Papa, j'ai froid. » Le vent siffla à travers les lattes de bois, long, constant et plus froid que toute réponse qu'elle recevrait jamais. Le froid continuait de s'infiltrer par les fentes de l'étable. La paille sèche collait au sol comme de minuscules épines. Dans le coin sombre, Laurie était assise, blottie, ses petites mains couvrant sa tête, tremblant non pas de froid, mais de peur. Le bruit des pantoufles traînantes s'arrêta juste devant la porte. «
Clic, la porte s'ouvrit brusquement. Tu oses encore te montrer, hein, gronda Sylvia. Combien de fois devrais-je te le dire, petite peste irrespectueuse? Avant que Laurie ne puisse répondre, la main de la femme la frappa. Sa joue tourna sur le côté, ses lèvres se fendirent, mais pas une larme ne coula. Juste un faible gémissement, comme le dernier réflexe d'une âme à bout de force. Tu te prends pour une princesse? J'en ai tellement marre de toi. Chaque mot atterrissait avec le coup d'un balai. Sylvia ne portait plus le masque doux d'une femme respectable devant son mari. En cet instant, elle n'était qu'une bête sous des traits humains, déversant la frustration de toute sa vie sur le corps fragile devant elle. Lucky, le vieux chien, bondit en avant. Il aboya bruyamment, se plaçant entre Sylvia et Laurie. Sylvia gronda et brandit le balai droit sur lui. Lucky esquiva le premier coup, mais lorsque le balai s'abattit de nouveau, il le toucha. Il s'effondra avec un jappement, puis se retourna et courut, non par peur, mais parce qu'il savait que cette fois, il n'en avait pas la force. Sur une route de terre isolée, à ce moment-là, un SUV gris s'arrêta sur le bas-côté rocheux. À l'intérieur, Richard Hale, l'homme que les gens appelaient millionnaire, mais qui se définissait lui-même comme ce qu'il en reste, était assis, immobile. Ce qu'il restait après un accident qui lui avait enlevé sa femme et sa fille de 3 ans. La lumière du tableau de bord jetait une lueur pâle sur son visage, profondément marqué par 3 années de silence. Sur le siège passager, un vieux carnet en cuir était ouvert à sa dernière page, l'encre légèrement bavée. Ton 3e anniversaire. Si tu étais encore là, que voudrais-tu? De la glace à la menthe ou juste être tenu en silence? Il le relut encore et encore, puis ferma le carnet et le glissa dans la poche de son manteau. Richard n'était pas venu ici pour les affaires. Pas de rendez-vous, pas de réunion. Juste parce que le froid de cette nuit ressemblait à celui de la nuit où tout s'était arrêté. Et parfois, la mémoire n'a pas besoin de raison pour vous ramener là où tout a commencé. Le SUV trembla, le voyant moteur clignota en rouge. Il jura à voix basse, retira la clé et tendit la main vers la porte quand une ombre apparut près du bord de la route. Un chien, aux poils gris et noirs, boitant de la patte arrière. Autour de son cou, un collier en tissu usé avec le mot Lucky. Il n'aboya pas, ne grogna pas. Il le regarda simplement, comme s'il l'avait attendu. Et maintenant? Marmonna Richard. Le chien s'approcha, hésitant, puis mordit doucement le bord de son manteau, tira, lâcha, et tira de nouveau. Richard fronça les sourcils. Tu as faim? Je n'ai pas de nourriture et je ne suis pas vétérinaire non plus. Le chien ne s'y a pas. Il fit quelques pas, s'arrêta, regarda en arrière, marcha plus loin, s'arrêta de nouveau, regarda de nouveau. Ses yeux n'étaient pas seulement ceux d'un chien, c'étaient les yeux de quelque chose qui savait. Richard resta sur place, les mains dans les poches, réfléchissant. Une partie de lui voulait se détourner, mais le chien revint, cette fois plus insistant. Il poussa sa tête contre sa jambe, gratta la terre, gémit doucement. Ce n'était pas une supplique, c'était un plaidoyer. Bon sang, marmonna-t-il. Il attrapa une lampe de poche dans le coffre, l'alluma et le suivit. Le vent devint plus froid. Les hautes herbes griffaient son pantalon. Devant, une ferme abandonnée, un toit en tôle tordue, une clôture en bois brisé, et au bout du chemin, une étable grise argentée, vieille et sinistre. Le faisceau de la lampe de poche balaya le sol, des taches de sang. La poitrine de Richard se serra. Un bruit sourd vint de l'intérieur. Il accéléra le pas. Un gémissement, puis le silence. Puis un faible aboiement. La porte de l'étable était entr'ouverte. Le vent sifflait à travers les lattes. Richard leva la main, poussa la porte et se figea. Ce qui s'offrait à ses yeux était une scène dont aucun tribunal ne pourrait jamais contenir la culpabilité. Laurie, recroquevillée dans la paille humide, entourée de sang séché. Une joue contusionnée, la lèvre fendue, les 2 poignets enflés de bleu sombre. Elle tenait sa tête, son corps tremblant comme quelqu'un en pleine fièvre. À son poignet, un petit cœur en plastique à peine visible, taché de sang et attaché avec une ficelle. Simple, petit, mais indubitablement familier, car Richard avait autrefois attaché le même au poignet de sa propre fille. Il ne pouvait plus bouger. La lampe de poche tremblait dans sa main, non pas à cause du vent, mais à cause du tremblement de tout son corps. L'enfant ne pleurait pas. Elle le regardait simplement, d'un regard silencieux. Pas de croyance, pas d'espoir, pas de supplique. Juste l'attente. De l'autre côté de l'étable, Sylvia se tenait, agrippant le balai, respirant fort, les yeux grands ouverts, la bouche prête à parler. C'est juste une enfant, elle est tombée. Arrêtez.
La voix de Richard trancha l'air comme de l'acier, si basse que même le vent se tut. Lâchez ce balai. La prise de Sylvia se resserra, son expression changea. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas? Lucky grogna, cette fois un grognement aigu, comme une lame tranchant le silence. Richard s'avança, sortant son téléphone. J'ai déjà appelé la police. S'il tarde, je vous traînerai à la une de tous les journaux du pays. Il s'agenouilla et souleva doucement Laurie de la paille. Elle était légère comme l'air, mais le tremblement de son corps lui donnait l'impression de tenir une pierre. Tu es en sécurité maintenant, ma puce. Je suis là. Laurie ne répondit pas, mais son menton reposa sur son épaule, tremblant comme le vent à la fin de l'hiver. Une seule petite larme glissa sur sa joue, silencieuse et minuscule. Mais cette fois, quelqu'un la vit. À l'intérieur du SUV filant dans la nuit, Richard Hale luttait pour que ses mains ne tremblent pas. Laurie était enveloppée dans son manteau, son petit corps pas plus grand qu'une manche pliée. Ses yeux étaient fermés, sa respiration superficielle, mais elle était là, du moins c'était certain. Il conduisait d'une main, la tenant fermement de l'autre, sa tête reposant contre sa poitrine. Ses cheveux emmêlés s'accrochaient à son manteau, des brins de paille collés à son dos. De temps en temps, elle sursautait, comme quelqu'un frôlant une blessure non cicatrisée. Il la serra plus fort. À l'entrée des urgences, une infirmière les aperçut et appuya sur le bouton d'urgence. Une vague de médecins déferla. Richard se pencha, confiant Laurie comme s'il remettait un morceau de vie brisé. Le docteur Rachel Bennett, pédiatre en chef, tressaillit à la vue des blessures. Elle ne put que murmurer à Richard, « État critique, trop de signes très mauvais ». Alors que Rachel déposait délicatement l'enfant sur le brancard, elle se pencha et demanda doucement, « Comment t'appelles-tu, ma puce ?» Il n'y eut pas de réponse, mais lorsque Richard se pencha et murmura à l'oreille de l'enfant, « Je suis là, plus personne ne te fera de mal », Laurie ouvrit les yeux. Ses lèvres étaient sèches, gercées, mais un mot fragile s'en échappa, « Maman ». Rachel demanda, « Qui est ta maman ?» La fillette regarda Richard, puis dit, « Méchante ». Un seul mot, mais c'était plus que suffisant. Le brancard disparut derrière les portes, et c'est seulement alors que Richard l'entendit. Le clac-clac doux et régulier de griffes sur le ciment. Il se retourna, surpris. C'était Lucky. Le chien boitait vers le bâtiment depuis l'obscurité, couvert d'égratignures, une oreille déchirée, le museau taché de sang séché. Mais ses yeux étaient toujours ouverts, fixés droit devant, vers la porte de l'hôpital. Une infirmière s'écria, « Il y a un chien ». Richard l'arrêta. « Ne faites rien, c'est l'ami de la petite. » Lucky l'atteignit, chancelant, puis s'effondra. Sa poitrine se soulevait, mais il gardait la tête haute. Un homme en blouse blanche apparut de l'intérieur, son badge brillant, Dr Jeff Wallace, vétérinaire de garde. Il venait d'arriver pour un appel d'urgence concernant un chien errant quand l'infirmière l'avait interpellé. Wallace s'agenouilla à côté du chien. Articulation disloquée, perte de sang mineure, froid et épuisement. Mais on peut le sauver. Richard hocha la tête. Sauvez-le. Il le mérite plus que quiconque que j'ai jamais rencontré. Lucky fut soulevé sur un brancard propre. Il n'aboya pas, ne résista pas. Il lança juste un dernier regard à Richard, profond, lent, comme un adieu silencieux. Pendant ce temps, Laurie était transportée dans la salle de traumatologie. Rachel examina ses blessures. Elle n'avait jamais vu un enfant survivre à de tels dommages et respirer encore. Main gauche sévèrement contusionnée, jambe droite avec une fracture capillaire, abdomen avec de profondes ecchymoses comme si elle avait été frappée à plusieurs reprises. Lèvres fendues, déshydratées, marque de corde au poignet, arrière de la tête présentant un ancien gonflement dont personne ne pouvait dire depuis combien de temps il était là. Richard se tenait derrière la paroi vitrée, les poings serrés, la gorge sèche comme du sable. Il regardait fixement, comme s'il suppliait l'univers de garder cette petite âme en vie. Environ 1 heure plus tard, Laurie fut transférée à l'unité de convalescence, son état temporairement stabilisé. Le shérif Grant arriva. Il s'approcha de Richard, calepin à la main. « C'est vous qui avez appelé ?»« Oui. »« Quel est votre lien avec l'enfant ?»« Aucun. Je passais par là. Son chien m'a conduit à l'étable. »« Que savez-vous de la personne qui a fait ça ?» Richard prit une profonde inspiration, sa voix était stable et froide. Une femme qui prétendait être la belle-mère. Je l'ai vue frapper l'enfant avec un balai, directement. Clairement, sans erreur. Une confirmation ? Oui, de l'enfant elle-même. Qu'a-t-elle dit ?
Richard leva les yeux. Quand le médecin a demandé qui était sa mère, elle a dit un seul mot, méchante. Grant resta silencieux. Pendant ce temps, dans la salle de garde à vue temporaire de l'hôpital, Sylvia était assise, voûtée sur une chaise en plastique. Sa chemise était encore parsemée du sang de Laurie. Un enquêteur demanda, « Vous confirmez que vous vous occupiez de l'enfant, Laurie James ?» « Oui, la fille de mon mari. Sa mère est morte. »« L'avez-vous frappée ?»« Je l'ai disciplinée. Elle était méchante, ne voulait pas manger, tombait beaucoup. Les bleus viennent de ses jeux et de sa désobéissance. Et le ruban adhésif sur sa bouche ? Elle criait beaucoup, les voisins se plaignaient. Les réponses étaient trop lisses, si lisses que Grant eut un petit rire sec. Vous êtes maligne, mais vous avez oublié la seule chose que les enfants ne savent pas simuler. Quoi ? Leurs yeux. Cette fillette vous regardait comme si elle fixait le diable en personne. Sylvia ne dit rien. Pour la première fois, elle n'argumenta pas, non par culpabilité, mais parce qu'elle savait qu'il était déjà trop tard. Dans la chambre d'hôpital, Laurie s'agita. Ses paupières papillonnèrent. Plafond blanc, odeur de médicaments, lumière douce. Pour la première fois, pas de balai, pas de cris, pas de Sylvia. Ses yeux se promenèrent. Elle vit l'homme endormi sur la chaise à côté de son lit. Un petit son s'échappa de ses lèvres, faible, mais suffisant pour réveiller Richard. Lucky. Il se pencha immédiatement. Il est en sécurité, on le soigne. Il est fort, c'est un héros. Elle le regarda, ses yeux contenaient encore de la peur, mais il ne fuyait plus. Sa main bougea légèrement, cherchant quelque chose à quoi se fier. Richard tendit la sienne, sans rien dire. Elle saisit juste un de ses doigts, mais le serra fort. « Comment tu t'appelles » ? « Laurie. »« Je suis Richard. À partir de maintenant, c'est moi qui veillerai sur ton sommeil. Plus personne ne te fera de mal. Plus personne ne t'enfermera dans le noir. Je te le promets. » Laurie ne répondit pas, mais ses yeux se fermèrent avec une profonde et calme respiration. La première fois que quelqu'un était resté à ses côtés jusqu'au matin. La lumière du soleil filtrait doucement par la fenêtre de l'hôpital. L'air était propre, stérile, frais, mais personne dans cette pièce ne le trouvait réconfortant. Dans la chambre de convalescence, Laurie dormait encore. Ses petites mains étaient enveloppées sous une couverture polaire, une gaze blanche couvrant près de la moitié de son visage, le reste marbré de contusions, comme si quelqu'un avait peint sa peau fragile avec de l'encre renversée. Richard était assis à côté d'elle, sa main ne quittant jamais le coin de la couverture où reposait la petite main de Laurie, la serrant fermement comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtrait pas. Il ne dormait pas, ne fermait pas les yeux. Il restait juste là, comme si au moment où il lâcherait prise, l'enfant pourrait s'évanouir à nouveau. Des pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit doucement. Le docteur Rachel Bennett, la pédiatre traitante, entra, un dossier à la main. Elle jeta un coup d'œil au moniteur de signes vitaux, puis hocha légèrement la tête. Elle est stable, mais le traumatisme est profond, à l'intérieur comme à l'extérieur. Richard ne dit rien. Rachel s'assit à côté de lui, sa voix s'adoucissant, devenant plus personnelle. « J'étais de garde il y a 3 ans, la nuit où votre femme et votre fille ont été amenées après l'accident. Je n'ai jamais oublié vos yeux cette nuit-là, debout derrière la vitre, ne pleurant pas, mais hurlant à l'intérieur. » Elle regarda Laurie. « La nuit dernière, quand je vous ai vu porter cette petite fille à travers les portes, j'ai reconnu à nouveau ses yeux. Mais cette fois, ils appartenaient à un homme qui ne la laisserait pas se perdre. » Richard baissa la tête, ne disant rien, sa main se resserrant sur la couverture. Rachel posa doucement sa main sur son épaule. « Je ne sais pas qui elle est pour vous, mais si vous voulez rester, alors cet enfant vient d'avoir une seconde chance de vivre. » Dans la ville de Granger, l'air était lourd, silencieux de cette manière qui ne suit que quelque chose d'indicible. L'histoire de la petite fille enfermée dans une étable, ligotée et bâillonnée, n'était plus une rumeur, mais les gens ne parlaient encore qu'avec leurs yeux, pas avec leur bouche. Au poste du shérif du comté, les vieux bancs en bois étaient sous une vitre poussiéreuse. Les gens attendaient, renouvellement de permis, contrôle de véhicules, paperasse, des tâches de routine. Mais aujourd'hui, personne n'élevait la voix, personne ne riait. C'était comme si toute la ville retenait son souffle, attendant de voir qui oserait expirer le premier. Au bout du couloir, une jeune fille mince de 12 ans était assise, recroquevillée sur un banc. Ses cheveux tressés étaient nets, attachés dans son dos. À côté d'elle, sa mère, Sarah, le visage pâle, frottait doucement la jambe de sa fille. Emma fixait le carrelage, mais ses yeux remplis de larmes ne se détournaient pas.
Elle ne s'accrochait pas au bras de sa mère comme une enfant. Au lieu de cela, elle serrait ses propres mains si fort que ses ongles laissaient des marques sur sa peau. La porte en bois s'ouvrit. Un adjoint sortit, parcourant un dossier. « Sarah? Votre fille s'appelle Emma ?» La mère hocha la tête. « Oui, elle a quelque chose à dire. » Le shérif Grant s'assit en face d'Emma. Il n'était pas en uniforme, juste une chemise et un pantalon. Ses mains reposaient sur la table, attentif à ne pas lui donner l'impression d'être interrogé. Emma leva les yeux. Ils étaient clairs, mais lourds du poids d'une enfant qui avait vu quelque chose que même les adultes peinaient à nommer. « J'ai tout vu. Notre maison est juste derrière la leur. De la fenêtre du grenier, on peut voir directement dans l'étable de Sylvia. » Grant hocha la tête. « Qu'as-tu vu, Emma ?» Emma prit une profonde inspiration, sa voix rauque. « Plusieurs fois, je l'ai vue traîner Laurie dehors, lui attacher les mains. Parfois, elle lui mettait du ruban adhésif sur la bouche. Une nuit, elle l'a jeté dans le foin comme un sac poubelle. Laurie pleurait, mais c'était des pleurs silencieux, sans bruit. « As-tu déjà prévenu un adulte ?» Emma secoua la tête, les yeux baissés. « Je voulais le dire à ma mère, mais une fois, j'ai traversé le jardin de Sylvia et elle m'a regardé fixement. Puis elle a dit, « Tu parles trop, gamine. Tu ne resteras pas en sécurité. » Elle n'a pas crié, mais ses yeux, ils m'ont glacé. Elle fit une pause, puis ajouta, « Je pensais que peut-être j'imaginais des choses. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le lendemain, je ne me suis plus approché de notre jardin. Chaque fois que je voyais Laurie, je voulais dire quelque chose, mais je n'étais pas assez courageuse. » Emma serra les poings, leva la tête. « Mais si je reste silencieuse, elle sera toujours dans cette étable. Et la prochaine fois, il n'y aura aucune chance de réparer les choses. » Le shérif Grant regarda la jeune fille en face de lui. À cet instant, elle n'était plus seulement une enfant. Elle était la première personne à dire tout haut ce que toute la ville avait tranquillement ignoré. Tu n'as pas seulement été témoin de quelque chose. Tu as sauvé une vie. Tu as ouvert la porte. Dans un petit bureau du poste, Blake Rogers, ancien chef du comité de quartier, était assis en face de Grant. Il était bien habillé, les cheveux peignés sur le côté, mais ses épaules étaient voûtées, comme s'il se préparait à quelque chose. Grant posa un dossier sur le bureau. « Vous aviez entendu des plaintes concernant Sylvia ? » « Oui, mais c'était des rumeurs. Personne ne m'a apporté de preuves. Je ne pouvais pas simplement supposer. Quelqu'un vous a-t-il dit de ne pas poser de questions ?» Blake évita son regard. « Je ne voulais pas remuer les choses. Dans une petite ville, préserver la paix compte plus que de mettre son nez dans les affaires des autres. » Grant eut un sourire narquois, pas amusé. Et c'était paisible pour la petite fille attachée, battue et laissée dans une étable. Blake resta silencieux. Ce silence n'était pas défensif, c'était une confrontation avec lui-même. Quelques instants plus tard, il sortit une lettre de démission signée de sa poche. « Je ne suis plus apte à ce poste. » Grant hocha la tête, sa voix enfin un peu plus douce. « Vous faites ce qu'il faut, même si c'est tard. » Cet après-midi-là, une vieille camionnette couverte de poussière s'arrêta devant le poste. Mark James, le père biologique de Laurie, en sortit. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient, son visage était fermé. Le shérif Grant attendit, mais avant qu'il ne puisse parler, Mark frappa la main sur le bureau. « Où est-elle ? Où est Sylvia ? Qu'a-t-elle fait à ma fille ?»« Ah c'est où » dit calmement Grant. « Ma fille s'endormait sur ma poitrine. Cette femme a un jour promis de l'élever comme la sienne, et je l'ai cru. Je l'ai tellement cru que je ne l'ai même pas vue disparaître lentement. » Grant ne dit rien. Mark baissa la voix, les poings serrés. « Je ne veux pas lui pardonner. Ni à Sylvia, ni même à moi-même. » Grant fit glisser une photo sur la table. Laurie dans un lit d'hôpital, le visage contusionné, les poignets meurtris, enveloppés dans une couverture blanche. Mark la regarda, pour la première fois, il pleura sans un bruit. « Ma chérie, je suis tellement désolé. Si seulement je n'étais jamais parti. » De retour à l'hôpital, la chambre était toujours blanche, mais maintenant un oreiller était calé derrière le dos de Laurie. Une petite table pliante se tenait à côté de son lit, et un ours en peluche tout neuf était assis à côté d'elle. Milo, avec une écharpe en tricot rouge et des yeux cousus légèrement de travers qui semblaient étrangement réels. Laurie n'en avait pas peur. Au contraire, elle serrait Milo comme s'il avait toujours été là.
Dehors, le coucher de soleil s'étendait doucement, sa lumière dorée pâle éclairant l'ours, la chaise et les mains de Richard alors qu'il pelait soigneusement une pomme, chaque tranche fine, régulière, un geste exercé, comme un homme qui l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Sur le plateau, un petit repas, du porridge, du lait en briques, quelques crackers et un livre pour enfants à couverture rigide, Milo le lapin et le moulinet volant, une histoire que Richard avait lue à sa défunte fille plus de 20 fois. Laurie mangeait en silence, de petites cuillerées, ses joues encore pâles, mais ses yeux étaient différents. Elle regardait autour d'elle, l'oreiller, le livre, lui. Non pas pour être sur ses gardes, mais pour voir les objets qui ne signifiaient rien hier et qui avaient maintenant une forme, une chaleur. Après le repas, elle ne dormit pas. Richard ne demanda rien. Il s'assit simplement à côté d'elle, ouvrit le livre et lut. Milo le lapin ne savait pas voler, mais il savait attendre le vent. Et le vent vient toujours quand quelqu'un le souhaite vraiment. Laurie ne dit rien, mais elle reposa sa tête contre l'oreiller, les yeux ouverts, ne se cachant plus. Un peu plus tard, elle demanda doucement, « Tonton, est-ce que mon papa va revenir ?» Richard ferma le livre et la regarda, sa voix stable. « Il est en route. Et cette fois, il ne restera pas derrière la porte. » Laurie se tourna vers le mur, serrant toujours l'ours. Sa voix se brisa, non pas de larmes, mais d'une question que personne ne lui avait appris à poser. « Est-ce qu'il m'aime encore ?» Richard se redressa, sans précipitation dans son ton. « Je ne sais pas. Mais s'il est assis à côté de toi aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il t'aime. C'est parce que tu es encore là pour lui donner une chance. » Laurie ne pleura pas, mais quelque chose dans ses yeux se détendit, comme si quelque chose s'était fissuré ou commençait à fondre. Elle se tourna vers lui, le fixa longuement, puis demanda, « Combien de temps vas-tu rester ?» Richard ne répondit pas tout de suite. Il souleva doucement sa main, comme on tient une jeune pousse, et la posa dans sa paume. « Aussi longtemps que tu auras besoin de moi. » Laurie ferma légèrement les doigts. Ses yeux contenaient encore de la peur, mais maintenant il y avait une trace d'autre chose, la confiance. Un nouveau jour avait commencé. La rosée de la nuit ne s'était pas encore complètement dissipée. La lumière du soleil filtrait doucement à travers une fine couche de nuages, projetant une douce lumière dorée sur le vieux toit de l'hôpital. Les feuilles à l'extérieur de la chambre retenaient encore des gouttelettes d'eau, tombant en minuscules perles sur le béton gris en contrebas. L'air était pur mais vif, comme un matin d'automne précoce essayant de respirer à nouveau après une nuit lourde. Dans la chambre de convalescence, Laurie était déjà réveillée. Elle ne pleurait ni ne s'agitait. Elle ouvrait simplement les yeux et regardait autour d'elle, un regard qui n'était pas méfiant, mais pas encore confiant non plus. Son ours en peluche, Milo, reposait dans ses bras. Sur la petite tablette à côté d'elle se trouvait une tasse de lait chaud, quelques tranches de pain grillé au beurre de cacahuète, et le même livre d'images que la nuit précédente, ouvert silencieusement à la page où Milo le lapin essayait d'apprendre à voler. Richard était assis à côté de son lit, le menton posé sur sa main, des cernes sombres sous les yeux, mais malgré son épuisement, son regard restait empreint d'une patience constante. « Voudrais-tu manger quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Laurie fit un petit signe de tête. Elle ne parlait pas, mais elle acquiesça, et c'était suffisant. En bas, au premier étage de l'hôpital, Mark James se tenait figé devant le répertoire des chambres. Ses cheveux étaient en désordre sous une casquette en tissu délavé, une main serrant un petit bouquet de marguerites sauvages enveloppées dans du papier journal. La brise matinale s'infiltrait par le col de sa veste, descendant le long de son dos, plus froide qu'il ne l'avait prévu, mais pas aussi froide qu'autre chose. Le sentiment d'un homme qui avait autrefois été un père et qui avait en quelque sorte laissé tomber ce titre quelque part sur la route, entre les arrêts de camions long courrier et les adieux silencieux. Me reconnaîtra-t-elle seulement? Ou ne suis-je qu'un nom laissé en bavure dans les coins de sa mémoire? Il se dirigea lentement vers sa chambre, chaque pas ressemblant à une marche sur les braises de la honte qu'il ne pouvait plus éteindre. Laurie se tourna vers la porte. Un homme qu'elle ne connaissait pas se tenait là. Il ne parlait pas, ne bougeait pas rapidement. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient cernés, les épaules de sa veste usée. Dans ses mains, un bouquet de marguerites, le même genre qu'elle avait vu une fois dans un vieux cadre photo, à côté du mémorial de sa mère. Elle plissa légèrement les yeux, puis demanda « Qui es-tu » Mark serra plus fort les fleurs. Il l'entendit clairement, mais il ne fut pas blessé. Il ne se sentit pas rejeté, parce qu'il savait que sa fille ne l'avait pas oublié. Elle ne reconnaissait simplement pas l'homme qui se tenait tremblant devant elle. Le temps avait pris son visage, mais il n'avait pas effacé son souvenir de l'amour. Dans son cœur, il y avait encore quelqu'un appelé papa, mais ce quelqu'un ne correspondait pas tout à fait à l'homme qui tremblait devant elle maintenant.
Marc hocha la tête. Il entra lentement dans la pièce. « Je suis Marc. L'homme qui t'a tenu dans ses bras le premier jour. Celui qui était ton père, et qui veut juste apprendre à le redevenir. » Laurie ne répondit pas. Elle serra Milo plus fort et resta immobile. Marc s'affaissa sur une chaise de l'autre côté de la pièce. Il n'osait pas s'approcher. « Je ne demande pas le pardon. Juste de m'asseoir ici, si tu me le permets. Sans parler, sans toucher. Juste m'asseoir, comme une chaise qui ne veut plus être jetée. » Laurie s'inclina légèrement, se décalant juste assez pour laisser un petit espace à côté d'elle. Un espace pas grand, mais pas fermé non plus. Depuis le seuil, Richard restait silencieux. Il vit cet espace, pas une invitation, mais pas un mur non plus. Quand l'infirmière entra pour vérifier les signes vitaux, Marc sortit tranquillement pour les laisser travailler. Avant de partir, il se retourna une dernière fois pour regarder son enfant, pour voir ses blessures, pour voir les yeux qu'aucune fillette de 3 ans ne devrait jamais avoir à porter. Il était rempli de regrets, de honte. Et peut-être était-il trop tard, mais il la voyait. Dans le couloir, Marc et Richard étaient assis en silence devant la chambre. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres, projetant une longue traînée dorée sur le carrelage. Marc expira doucement. « J'ai entendu parler de vous. Le shérif me l'a dit. Et puis, vous avez sauvé ma fille au moment où j'aurais dû être là. » Richard ne répondit pas. Marc continua, la voix rauque. « Je ne savais pas qu'elle était blessée. Je la voyais devenir plus mince, plus silencieuse. Ses yeux avaient toujours l'air d'être sur le point de pleurer, mais je n'ai pas posé de questions. Je disais, elle ira bien. Mais la vérité, c'est que je disais ça pour moi-même. J'ai choisi le confort plutôt que la confrontation. » Richard le regarda, sans l'accuser, mais sans le réconforter non plus. Marc leva la tête. « Je ne suis pas venu pour la reprendre. Je suis venu pour être à ses côtés. Si le tribunal a besoin de quelqu'un pour témoigner que j'étais absent, que j'ai échoué, et que maintenant je veux réparer les choses, je le dirai. Je ne suis peut-être pas apte à être son père, mais je peux être un témoin de la vérité. » Richard hocha lentement la tête. « Je ne crois pas aux mots, mais je vois que vous êtes là et que vous ne partez pas. Et vous? D'où écoutez-vous cette histoire? D'un trajet en bus presque vide, du coin de votre chambre familière, ou quelque part dans le silence de votre propre cœur? Avez-vous déjà été à l'extérieur quand vous auriez dû entrer? Y a-t-il quelqu'un dont vous avez un jour oublié comment prononcer le nom? Parce que parfois, un seul mot prononcé au bon moment est la seule chose qui puisse arracher quelqu'un aux ténèbres qu'il ne sait pas nommer. » L'après-midi à Granger, le ciel était voilé d'une fine brume. L'air froid s'infiltrait discrètement dans les cols de chemise, donnant des frissons même si aucun vent ne soufflait réellement. Après une longue matinée à l'hôpital, après sa conversation avec Richard, Mark James n'alla pas au bureau du shérif. Au lieu de cela, il retourna tranquillement à la ferme, l'endroit qui avait été autrefois sa maison, où les rires d'une vraie famille avaient résonné, et aussi l'endroit où il avait confié sa fille à quelqu'un de sans cœur. Le vieux portail en bois grinça lorsqu'il le poussa. Les mauvaises herbes avaient envahi le chemin, sauvages et intactes. Les dalles du jardin étaient fissurées, des plaques de boue entouraient le puits asséché. Et puis, l'étable. Marc se figea en la voyant. Il s'avança lentement, chaque pas plus lourd sous le poids du souvenir. C'est ici que Laurie avait été enfermée la nuit, entourée par l'odeur du bétail, de la paille moisie et de l'air glacial. Il s'assit, passa une main sur la paille humide et tachée. Personne n'avait besoin de dire quoi que ce soit. Il vit et comprit. Ma fille était là. Les larmes coulèrent, silencieuses mais suffocantes. Il posa sa main sur l'endroit le plus froid du sol de l'étable, comme pour s'excuser avec tout son corps. Papa est là, Laurie. Je suis désolé d'être revenu si tard. Il se leva et entra dans la maison. La vieille porte d'entrée gémit en s'ouvrant. Personne n'était là, juste un silence si épais que même sa propre ombre sur le sol semblait être celle d'un étranger. Le salon était couvert d'une fine couche de poussière. Le tapis au centre était effiloché sur les bords. Sur une étagère en bois contre le mur, une vieille poupée sans cheveux, un bras cassé, le visage encore maculé de saleté. Près de la fenêtre, collé de travers au mur, un morceau de papier froissé. Les couleurs cireuses étaient passées, les coins recourbés et jaunis par le temps. Marc s'approcha. Des traits de crayon, désordonnés et peu raffinés. Des cercles sans forme, des traînées comme des arbres, et une épaisse tache rouge au centre, comme une tête sans yeux. Une seule ligne rouge barrait l'endroit où la bouche aurait dû être. Pas de nom, pas de mots. Juste la douleur. Elle ne pouvait pas parler, mais elle dessinait.
Marc trembla en tenant le papier, son corps se sentant en apesanteur. C'était là depuis tout ce temps, et je n'ai jamais vraiment regardé. Il s'effondra sur le sol, la tête dans les mains. L'odeur de la maison n'était plus celle de la vie. C'était l'odeur du regret qui n'avait jamais été exprimée à voix haute. 1 heure plus tard, Marc se rendit au bureau du shérif. Plus de larmes, seulement un homme marchant avec la clarté de quelqu'un qui venait de se réveiller d'un sommeil de 3 ans. La porte métallique se referma derrière lui. À l'intérieur de la cellule de garde à vue, Sylvia Patterson attendait, les mains menottées, les yeux froids. Son visage était plus mince après plusieurs jours de détention, mais son regard avait toujours cette acuité amère qui avait autrefois poussé tout le quartier à éviter de la confronter. « Vous êtes ici pour me faire la morale » dit-elle la première, les lèvres pincées. « Épargnez-moi le discours. » Marc s'approcha mais ne s'assit pas. « Je suis venu regarder dans les yeux la personne qui a battu mon enfant, l'a enfermé dans une étable et lui a scotché la bouche parraine. » Sylvia eut un rire amer. « Ne jouez pas les blessés. Vous n'étiez pas là. Vous m'avez tout laissé. Je l'ai nourri, lavé ses vêtements, je lui ai appris des choses pendant que vous étiez parti. » Marc soutint son regard. « J'étais absent, mais je n'ai jamais touché ma fille avec haine. » Sylvia siffla entre ses dents. « Vous l'aimiez parce qu'elle était celle d'Anna. Chaque fois que vous la regardiez, je me voyais disparaître. J'ai essayé de l'accepter, mais je la détestais. Je détestais la façon dont elle me regardait, comme si j'étais une étrangère. » Marc s'approcha, la voix basse. « Je pensais être le pire de nous deux, mais maintenant je vois que j'étais un lâche. Vous étiez cruel. » Sylvia se raidit. Marc baissa la tête, la voix lente et délibérée. « Je vous ai fait tellement confiance que je n'ai pas vu ma fille mourir un peu plus chaque année où je suis resté absent. Vous l'appeliez votre enfant, mais chaque fois qu'elle pleurait, vous criez, vous frappiez, vous menaciez. Je n'ai plus rien à vous dire, mais je ferai une dernière chose juste. En tant que son père, je me tiendrai devant le tribunal et je leur dirai tout, même les choses que j'avais trop peur de voir. » Sylvia ne dit rien. Ses lèvres tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes, sans qu'on sache si c'était par peur ou parce que tout était simplement trop tard. L'acuité de son regard s'estompa, et autre chose apparut, un vide, comme quelqu'un rendant son propre verdict avant même que le juge ne parle. Pour la première fois, les yeux de Sylvia n'étaient pas froids. Ils étaient perdus, comme ceux de quelqu'un qui venait de se condamner elle-même. Marc se tourna pour partir. La porte se referma derrière lui avec un clic sec. Il resta immobile dans le couloir pendant quelques secondes, expira comme quelqu'un qui respirait enfin après des années à s'étouffer en silence. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta. Au bout du couloir, sur le banc devant les cellules de garde à vue, était assis Richard Hale. Il n'avait pas frappé, n'avait pas parlé. Il était là, personne ne savait depuis combien de temps, mais assez longtemps pour tout entendre. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. À côté de lui, un mince dossier, des papiers préparés pour l'audience à venir. Son manteau sombre était impeccablement pressé, le revers plié dans un pli familier, un petit détail dont seul quelqu'un qui avait été père se soucierait, surtout en entrant dans une salle d'audience où il refusait de se présenter débraillé. Richard ne parla pas. Il regarda simplement Marc. Et Marc, il n'eut pas besoin de demander. Il savait déjà que l'homme avait tout entendu. Ils se regardèrent. Personne n'avait besoin d'expliquer, personne n'avait besoin de pardon. Et dans cette douce lumière dorée qui filtrait par la fenêtre, un père, pas parfait, commençait à se tenir debout pour son enfant, pour la première fois, sur ses 2 pieds. Juste un regard d'un homme qui avait tout perdu à un autre qui commençait à peine à se relever. Un regard qui disait « Nous faisons ce qu'il faut ». Marc fit un petit signe de tête, puis se tourna et se dirigea vers le bureau du shérif Grant, où il signerait sa déclaration officielle. Pour la première fois, cette signature ne représentait pas une obligation. Elle représentait un éveil. Ce matin-là à Granger, la ville n'était plus l'endroit calme et endormi qu'elle avait toujours été. Les médias locaux s'étaient rassemblés devant le palais de justice du comté. Les habitants arrivaient en silence, en nombre constant. Ils ne portaient ni pancarte, ni indignation, ni slogan. Ils venaient simplement, comme pour accomplir un devoir silencieux, être les témoins de la justice pour une enfant autrefois enfermée dans une étable pendant une nuit d'hiver glacial. Plus tôt ce matin-là, à l'hôpital, la douce lumière du jour filtrait par la fenêtre de la chambre de convalescence, jetant une lueur chaude sur le lit blanc et une toute nouvelle boîte de crayons de couleur. Laurie coloriait, ses petites mains traçant des lignes arrondies avec des coups de crayon prudents. À côté d'elle était assis Milo, l'ours en peluche,
maintenant avec un œil bouton recousu et une nouvelle écharpe rouge autour du cou. Richard était assis en face d'elle, tenant un petit manteau et une tasse de lait chaud. Aujourd'hui est un jour spécial, petite. Les gens vont parler de toi, de ce qui s'est passé. Si tu ne veux pas y aller, c'est d'accord aussi. Laurie ne répondit pas. Elle baissa les yeux sur son dessin, une simple image d'une maison, d'un chien et d'un adulte tenant la main d'un petit enfant. Si Milo y va, j'irai aussi, dit-elle doucement. Richard lui serra doucement la main, incapable de cacher l'émotion dans ses yeux. Personne ne s'attendait à ce qu'une fillette de 3 ans entre dans une salle d'audience pour réclamer justice pour sa propre survie. La voiture s'arrêta devant le palais de justice du comté de Granger par un matin brumeux. Le ciel était d'un gris sourd, comme s'il retenait quelque chose qu'il n'avait pas encore dit. L'air n'était pas froid à cause du temps, mais à cause de ce qui était sur le point d'être révélé. Richard ouvrit la portière et souleva délicatement Laurie. Elle portait une simple robe blanche, serrant fermement Milo. L'écharpe rouge autour du cou de l'ours était propre, un petit cadeau de Richard, maintenant son talisman silencieux. Mark attendait sur les marches du palais de justice. Il ne dit rien lorsque sa fille s'approcha, hochant simplement la tête doucement, les yeux baissés. 3 personnes, une enfant et 2 pères imparfaits, franchirent les lourdes portes du palais de justice, sous le regard silencieux de ceux qui s'étaient rassemblés à l'extérieur. Personne ne parla, mais tout le monde comprenait. Ce n'était pas seulement le procès d'un crime, c'était la fin d'un silence collectif. À l'intérieur, le palais de justice de Granger était modeste. Des bancs en bois usés, des murs peints en blanc et un au plafond éclairé par des lumières jaunes et chaudes. La lueur douce semblait intentionnelle, pour ne pas briser l'atmosphère fragile qui s'était installée dans la pièce. Sylvia Patterson était assise derrière le banc des accusés, le visage pâle, les yeux toujours vifs mais plus menaçants. Ses cheveux étaient en désordre, ses mains menottées devant elle. Autrefois louée comme une belle-mère modèle, elle n'était plus qu'un nom suivi du mot criminel. Laurie était assise entre Richard et Mark. Elle ne pleurait pas, ne parlait pas. Sa petite main reposait doucement sur la manche de Richard, un réflexe, comme si son corps savait déjà que c'était l'endroit le plus sûr. Emma fut la première à témoigner. La fillette de 12 ans agrippait la chemise de sa mère, les yeux vitreux, mais sa voix était claire. J'ai vu Laurie enfermée dans l'étable. Je lui ai posé des questions à ce sujet et elle m'a crié dessus, a dit que si j'étais curieuse, je mourrais jeune. J'ai eu peur, je n'ai rien dit à personne. Mais chaque nuit, je l'entendais pleurer, très doucement, comme si elle ne voulait pas que quiconque le sache. Un sanglot s'éleva de la galerie. La mère d'Emma la serra contre elle, toutes deux pleurant ensemble. La pièce devint plus lourde. Puis une autre voix s'éleva, forte, inébranlable. Le docteur Rachel Bennett, la pédiatre qui a soigné Laurie, prit la parole sans avoir besoin d'être présentée. J'ai reçu Laurie dans un état d'hypothermie sévère. Elle avait une ancienne blessure à la tête, de multiples couches d'échymose sur les bras et des marques rouges autour de la bouche compatibles avec du ruban adhésif. Mais la partie la plus douloureuse n'était pas physique. C'était ses yeux. Pas de panique, juste le vide. Comme une enfant qui avait déjà appris que personne ne viendrait. Elle se retira, plus aucun mot n'était nécessaire. Le silence porta le reste. Puis vint le shérif Grant. Ses yeux ne pouvaient cacher sa culpabilité. Je suis le shérif du comté. L'homme qui aurait dû agir plus tôt. J'ai reçu un rapport de monsieur Richard Hale, et quand j'ai enquêté, ce que j'ai trouvé était pire que tout ce que j'avais imaginé. Je ne suis pas ici pour me défendre. Je suis ici pour admettre que la loi a été en retard. Mais cette fois, elle est venue. Mark James, le père biologique de Laurie, n'attendit pas d'être appelé. Il s'avança, sans papier à la main, sans excuse dans les yeux. Je suis le père de Laurie, et j'ai été silencieux. Je suis rentré à la maison et j'ai vu la façon dont elle me regardait, mais je n'ai pas posé de questions. J'ai vu le dessin qu'elle avait scotché au mur pendant 3 ans, un cercle sans bouche, et je n'ai jamais vraiment regardé. Je n'ai pas été trompé, j'ai choisi de ne pas savoir. Alors que les regards s'attardaient sur Mark, une autre silhouette se leva du premier rang. Richard Hale. Il n'éleva pas la voix, mais la pièce se tut alors qu'il parlait. Je ne partage aucun lien de sang avec cet enfant. J'étais juste un homme qui passait en voiture cette nuit-là, et j'ai entendu des pleurs d'un endroit où personne ne devrait jamais pleurer. Je ne l'ai pas sauvée. Elle m'a sauvé. Avec ce regard, avec ce premier câlin, avec la confiance qu'elle n'aurait jamais dû avoir encore. Richard ne baissa pas la tête, ne prétendit pas être fort. Il laissa la vérité s'installer au centre de la pièce. Et puis, du dernier rang, Blake Rogers, le responsable de la communauté, se leva.
Il retira l'épinglette de sa veste. Je n'ai jamais fait de mal à personne, mais je suis resté silencieux. J'ai reçu des rapports, j'ai entendu des enfants dire « Laurie dort toujours dehors », et j'ai dit pas de preuves, ne vous en mêlez pas. J'appelais ça maintenir la paix, mais en réalité, j'ai laissé le mal tranquille. Il posa son badge sur le podium des témoins. Je démissionne. Je ne suis pas ici pour le pardon. Je suis ici pour ne plus jamais me taire. Après les témoignages, le juge frappa le marteau. Sylvia Patterson fut condamnée à 10 ans de prison, avec une interdiction permanente de contact avec des mineurs. La salle d'audience resta silencieuse. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations. Seulement des yeux, autrefois silencieux, maintenant tournés vers Laurie avec quelque chose qui ressemblait à de la pénitence. Mark se tenait à côté de Richard. Devant eux, un document de tutelle légale. Le nom de Laurie était imprimé clairement en haut. Un officier de justice tendit un stylo à Mark. Il ne le prit pas tout de suite. Au lieu de cela, il regarda Richard, puis l'enfant blotti dans ses bras. Laurie ne se détourna pas. Elle serra simplement Milo contre elle, posant sa joue sur l'épaule de Richard, un endroit familier et sûr. Mark prit une inspiration, pour la première fois de tout le procès, il parla doucement, mais chaque mot fut clair. « Je n'attends pas que tu me pardonnes. Mais je veux qu'au moins une partie de son fardeau soit enfin portée par la bonne personne. » Il se pencha et signa. La signature était stable, régulière, pas une ligne de travers. Richard ne dit rien. Il posa simplement une main sur l'épaule de Mark, non pas comme un éloge, mais comme la reconnaissance d'un homme qui avait tout perdu envers un autre qui commençait enfin à essayer. 1 heure plus tard, après que la foule eut quitté le palais de justice, la nouvelle était partout. Les titres des journaux locaux explosèrent, les réseaux sociaux furent inondés comme une vague. Le Granger Tribune titrait en gras « Le démon dans l'étable, la face sombre d'une belle-mère ». Un éditorial se propagea comme une traînée de poudre, Granger était autrefois silencieuse. Nous avions l'habitude de dire « ce ne sont pas mes affaires ». Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de dire « je ne savais pas ». Des images circulaient, Mark et Sylvia capturés après l'audience. La légende disait « l'un a frappé, l'autre a détourné le regard ». Mark ne se défendit jamais, ne fit jamais de déclaration publique, n'écrivit jamais de réfutation. Cette nuit-là, il se tenait seul sur le porche d'une chambre louée, tenant un journal plié dans ses mains. Il lut, puis ne dit rien. Pas de colère, pas de déni, pas d'évitement. Parce qu'il comprenait. Un vrai père n'est pas quelqu'un qui se défend bien. C'est quelqu'un qui sait quand se taire, et quand agir tant qu'il est encore temps de réparer les choses. Cet après-midi-là, le procès se termina en silence. Pas d'acclamation, pas d'applaudissements, juste le bruit doux des pas quittant la pièce où, enfin, la vérité avait été appelée par son nom. Dans le long couloir à l'extérieur, Richard était assis sur un vieux banc en bois, tenant Laurie sur ses genoux. Elle se blottissait contre lui, serrant Milo, l'ours en peluche, comme toujours. Ses yeux étaient mi-clos, fatigués mais pas effrayés. Dans sa petite main se trouvait la moitié d'un biscuit, des miettes éparpillées sur son pull blanc. Mark suivait derrière, toujours dans la même vieille chemise blanche, se tenant toujours avec cette légère inclinaison vers l'avant, comme quelqu'un toujours sur le point de s'approcher mais s'arrêtant juste au bord. Et puis, Laurie leva la tête et murmura doucement « Papa, on rentre à la maison ». Richard ne répondit pas tout de suite. Il lui tapota simplement le dos doucement. Mark se figea sur place. Ce seul mot, « papa », si léger, si simple, atterrit comme un coup de poing à la poitrine. Non pas parce qu'elle avait appelé la mauvaise personne, mais parce qu'elle avait choisi de le dire d'elle-même, sans qu'on le lui demande. Il détourna le visage, et au sein de cette douleur vint une prise de conscience, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de père. Elle a juste besoin de quelqu'un pour être là quand elle a peur. Et cette fois, ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Quelques semaines plus tard, Laurie sortit de l'hôpital. Par un matin calme et sans vent, Richard et Mark vinrent tous deux la chercher. Les papiers de la tutelle avaient été signés. La petite maison de Richard avait maintenant un lit d'enfant, une table de coloriage, une veilleuse en forme d'ours, et une petite fille qui apprenait à sourire pour de vrai. Laurie ne sursautait plus au son du tonnerre. Elle appelait Richard papa, comme si cela avait toujours été vrai. Elle n'appelait Mark par aucun nom, mais chaque fois qu'elle le voyait, elle lui faisait un signe de la main. Elle ne l'évitait pas, n'était pas proche, mais ne le rejetait pas non plus. Mark venait souvent en fin d'après-midi. Il n'entrait pas. Il se tenait juste à l'extérieur de la clôture, tenant de petites choses, un livre d'images, une brique de lait ou une barrette en forme de papillon.
pas pour mendier le pardon. Juste pour être prêt. Un soir, Richard épluchait des carottes dans la cuisine. Laurie était assise dans le salon, tenant Milo et se lisant un livre à haute voix. Elle cria, « Papa, lis encore le passage où le chat parle. » Richard rit. « Je prépare la soupe, donne-moi une minute. » À cet instant précis, Marc monta sur le porche. Il l'entendit clairement. Ça ne piqua pas. Ça s'installa simplement, tranquillement. Il s'assit sur le seuil et posa le livre sur son genou. Il ne frappa pas, ne demanda pas à entrer. Il resta simplement assis là, comme quelqu'un qui savait qu'il avait manqué quelque chose de beau, mais qui était reconnaissant de pouvoir encore le voir de loin. Peut-être que je n'ai pas besoin d'être celui qu'elle appelle. Peut-être qu'il suffit d'être celui qui reste. Un après-midi humide, une pluie fine commença à tomber. Le portail du jardin grinça en s'ouvrant. Lucky, le vieux chien, entra, le dos voûté, une patte boitant encore. Son poil était toujours hirsute, mais ses yeux contenaient plus de lumière que le jour où il avait été secouru. Laurie cria « Lucky !» Sans attendre, elle se précipita dehors comme une rafale de vent. Richard la suivit en trottinant, riant doucement. Marc se figea, le cœur serré. Lucky n'aboya pas. Il tira doucement sur l'écharpe rouge autour du cou de Milo, puis s'allongea sur le porche, posant sa tête sur les pieds de Laurie, comme s'il n'était jamais parti. Un vétérinaire dit plus tard, « Je n'ai jamais vu un chien survivre uniquement par instinct de protection. » Un jour, Laurie demanda, « Papa, est-ce qu'on a une maman dans notre maison ?» Richard s'assit à côté de son lit. « Non. Mais on a toi. Et quand on t'a, notre maison ne semble manquer de rien. » Laurie hocha la tête, puis se tourna pour serrer Milo. Ses yeux se fermèrent. Pas de peur, pas de panique. Juste le sommeil, comme une enfant qui sait enfin qu'elle est en sécurité. Quelques mois plus tard, après que la tempête entourant une enfant de 3 ans se fut calmée, la ferme était paisible d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été. Non pas parce qu'il ne se passait plus rien, mais parce que pour la première fois, les gens avaient appris à se regarder avec des yeux honnêtes. Et dans une petite maison au bout de Claymore Street, la lumière du soleil inondait la cour. Des rires d'enfants résonnaient depuis le porche. Laurie, autrefois la fille enfermée dans une étable, courait maintenant pieds nus dans le jardin, une écharpe rouge nouée autour du cou comme la cape d'un super-héros. C'était un matin très spécial, le premier jour de maternelle de Laurie. Elle portait une robe rose, un sac à dos en forme de lapin, et tenait Milo, l'ours en peluche, dans ses bras. Richard lui lassa ses chaussures. Marc se tenait à proximité, étiquetant soigneusement sa boîte à lunch en forme d'étoile avec Laurie, classe du petit ours. Lucky, le vieux chien, était allongé sous le prunier, les yeux mi-clos. Bien qu'âgé, il refusait toujours de la laisser partir à l'école sans un adieu en bonne et due forme. Laurie regarda les deux hommes, ni confuse, ni interrogative. Elle demanda simplement, « J'ai 2 papas, c'est ça ?» Richard sourit et hocha la tête. Marc serra les lèvres, posant doucement une main sur son épaule. Puis Laurie murmura, « Alors, après l'école, je rentre où à la maison ?» Aucun d'eux ne se précipita pour répondre. Richard lui lissa doucement les cheveux. « Où que tu veuilles aller, c'est là que tu iras. Parce que maintenant, tu as 2 maisons, 2 chambres, et 2 personnes qui t'attendent toujours. » Après le procès, Marc quitta volontairement son travail à la vieille usine, celle qu'il avait tenue éloignée pendant 3 ans pendant que sa fille grandissait sans lui. Il apprit la réparation de vélos près de chez lui et ouvrit un petit magasin. Le revenu n'était pas énorme, mais il pouvait être à la maison avant le coucher du soleil. Il loua un appartement à cette pâtée de maison de la maison de Richard. Ce n'était pas luxueux, mais il y avait une petite chambre peinte en rose, un petit lit, quelques livres pour enfants et un cadre photo. Laurie serrant Lucky, avec Marc et Richard souriant derrière elle. Laurie pouvait rester où elle voulait. Certains jours, elle rentrait avec Richard. Certaines nuits, elle dormait chez Marc. Et parfois, quand un mauvais rêve la réveillait au milieu de la nuit, elle frappait à l'une de leurs portes, et celui qui ouvrait ne demandait jamais pourquoi. Ils la serraient simplement dans leurs bras et reprenaient là où l'histoire du soir s'était arrêtée. Un après-midi, Lucky était étendu dans la cour. Laurie était assise à côté du vieux chien, retirant doucement des feuilles de son pelage. Elle fredonnait doucement. Richard s'occupait du jardin, Marc réparait la serrure de la porte d'entrée. Laurie les regarda tous les deux et demanda, « C'est grave si je ne me souviens pas de ma maman ?» Marc vint s'asseoir à côté d'elle. « C'est d'accord. Tu n'as pas besoin de te souvenir avec ton esprit. Parce que tant que tu es aimé, ça veut dire qu'elle n'est jamais vraiment partie. »
Laurie leva les yeux vers son père biologique, l'homme qui avait été silencieux pendant trop longtemps, puis se tourna vers Richard, l'homme qui n'avait aucun lien de sang avec elle. Elle hocha la tête, légère comme une brise. « Je vois ma maman dans mes deux papas. » Cette nuit-là, Richard écrivit une ligne dans son journal, « Nous pensions que nous sauvions une enfant, mais il s'avère qu'elle nous a sauvés. » À vous, qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout. Vous avez marché avec Laurie hors de cette étable froide et humide. Vous avez veillé pendant les nuits silencieuses à l'hôpital, êtes entré dans la salle d'audience où la vérité a été mise à nu, et à la fin, vous avez vu un foyer prendre forme, non pas par le sang, mais par le choix. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui n'était pas de votre famille par le sang, mais qui vous a aimé comme tel? Partagez un souvenir, car peut-être que votre histoire atteindra quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir en ce moment. Puissiez-vous toujours avoir quelqu'un vers qui retourner, même si vous ne partagez pas un nom de famille. Car la famille n'est pas toujours là où nous naissons, c'est parfois là où quelqu'un choisit de rester et de marcher à nos côtés. Merci d'avoir écouté, et puisse votre cœur se sentir un peu plus chaud après cette histoire.